Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français, de A à Z. Les larmes de gauchiste, avec un petit soupçon de droitardé dedans. Ah, qu'est-ce que ça donne du goût. Attends, c'est tout? Comment ça, c'est tout? Bah, je sais pas, moi, je pensais que tu allais dire un truc impactant comme vous allez aimer voir du patriarcat. Bah non, j'ai un peu la flemme, et puis de toute façon, regarde, j'ai ma petite tasse. Donc je vais pas me casser le cul. Ah, tu me déçois. Bon, écoute René, c'est qui a écrit tes lignes, hein? N'oublie pas qui c'est qui t'a créé, hein? Parce que je peux t'effacer à tout moment. Je suis ton créateur, bordel! Me fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Bon, bah si on peut plus donner son avis, hein. Bon, où est-ce que j'en étais? Ah, oui. Donc... Le successeur de Xavier Legrand. Xavier Legrand était un grand passionné de théâtre dès son plus jeune âge et a vite intégré le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Et après ses études de théâtre, il ira jouer dans beaucoup de pièces pour entrer au Théâtre national populaire de Villeurbanne. Être ou ne pas être. Puis en plus de ses représentations, il fera quelques apparitions à l'écran dans des courts-métrages et des films. Mais de fil en aiguille, il décidera dès 2012 de se consacrer à la tâche de réalisateur. C'est comme ça qu'il sortira son premier court-métrage qui a fait réagir beaucoup de monde avec son Avant que de tout perdre, aux côtés de Léa Drucker et Denis Ménochet. On a déjà cette approche très impactante du mélange des genres où l'on se questionne pendant tout le long ce qui s'y passe jusqu'à l'arrivée d'un élément qui perturbe tout et explique tout. C'était tellement bouleversant qu'il reçut le prix national de la jeunesse au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Ah, ça fait longtemps. Puis avec cette fiction, il recevra en 2014 le César du meilleur court-métrage, jusqu'à même s'approcher de la statuette des Oscars. The Holy Grail. Et par cette approche saisissante, il a voulu renouveler l'expérience en long-métrage avec les mêmes comédiens que le court et en donnant un ton et une ambiance encore plus viscérale avec Jusqu'à la garde. Joséphine aussi, elle ne l'aime pas, mais elle n'est pas obligée de le voir vu qu'elle est grande. Moi aussi, je ne veux plus jamais le voir et je ne veux pas que le juge m'oblige à aller avec lui une semaine sur 2 ou un week-end sur 2 parce que je ne veux plus le voir, plus jamais, je n'ai plus rien à ajouter. Voilà, bien, maître Davigny, je vous écoute. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça? J'aimerais bien comprendre. Je sais pas ce qu'on leur met dans la tête. Je pense que c'est là qu'on peut dire que l'on s'approche d'un chef-d'œuvre. Ce qui m'a, pour moi, marqué les esprits, c'est sa façon de mettre en scène une histoire sociale dure en donnant une approche qui va dans le genre du thriller, voire de l'horreur. On n'est pas préparé par ce qu'on vient de voir et je crois que c'est l'un des premiers films français qui traite frontalement le féminicide. Ça ne va pas jusque-là, mais ça s'en rapproche. C'est une démence de l'être humain qui ne peut nous laisser présager qu'une fin magistralement destructrice. Et il n'est pas passé inaperçu tellement le film a remporté des prix avec le Lion d'argent du meilleur premier film et de la mise en scène à la Mostra de Venise de 2017, ainsi qu'un sacré hold-up pour les Césars de 2019 en obtenant celui du meilleur montage, du meilleur scénario original, de la meilleure actrice pour Léa Drucker et du meilleur film français. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Et après cette grande réussite, il fera une assez longue pause en faisant quelques épisodes de la série Tout va bien sur Disney+, pour enfin nous offrir en cette année 2024 son grand retour tant attendu avec Le Successeur. Un métrage qui, j'espère, mélangera autant les genres que son précédent film, tout en restant cohérent. Donc va-t-il encore tout rafler avec celui-ci? C'est ce que nous allons voir maintenant. Un peu extrême le goût. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Le successeur de Xavier Legrand n'est pas au-dessus de son précédent film, mais il reste dans cette même approche très naturaliste en apportant une certaine terreur que j'appellerais le thriller du quotidien. Il nous présente un styliste, Elia Barnes, qui va succéder à un grand nom de la mode, mais il devra retourner à Montréal en apprenant la mort de son père, alors qu'il était en froid avec lui. Et un élément déclencheur va chambouler tout ce qu'on a connu avant pour complètement aller vers une approche plus angoissante, sans pour autant l'appuyer. Le réalisme apportera cette touche d'angoisse. Je pense qu'il faut le dire, le film a un petit manque de rythme à un moment de l'histoire. Il aurait peut-être mieux valu le raccourcir. Néanmoins, j'ai été happé par la terreur du long métrage qui colle sa caméra près de son protagoniste pour mettre en relief ses angoisses, ses doutes et ses douleurs. D'ailleurs, pour le montage, il gardera Yorgos Lanthimos et ça se ressent qu'il a la même approche de montage que dans Jusqu'à la garde. Et autre thème qui regroupe ces deux films, c'est le rôle du paternel, donc du patriarcat. Dans ce deuxième film, je me suis dit oui, je veux parler de la violence des hommes, comment elle se transmet entre hommes, de père en fils, de frère, voilà. Mais aussi comment le patriarcat, du coup, peut aussi, on sait que le patriarcat écrase les femmes, les enfants,
mais il écrase aussi les hommes. Et je voulais parler de ça dans Le Successeur. Comment les hommes sont écrasés par le poids de l'homme en lui-même, de l'image de l'homme, de la domination, du patriarcat, du père, du chef de famille, de toutes ces notions qui écrasent les hommes. Jusqu'où il peut y avoir une détérioration entre le père et le fils. Et pour celui-ci, il met plus en lumière les liens du sang pour montrer la violence de l'homme. Donc il nous met en considération si on peut hériter des gènes de celui qui nous a créés, ainsi que de ses défauts. Puis tout ce récit n'explique pas pourquoi ils étaient en froid, quel était le traumatisme. Parce qu'il y en a un. Juste au moment où il doit lui envoyer un mail, il ne sait pas comment lui adresser la parole. Et 20 ans sans communiquer, ça laisse des traces. Et ce n'est pas anodin que Barnès, à un moment, retrouve son accent québécois. C'est comme si, en fait, tout le personnage qu'il s'était construit comme, on peut dire, un transfuge de classe, s'effondrait totalement et il perd complètement le contrôle, donc il perd aussi le contrôle de cette racine dont il s'est arraché, ce pays qu'il a quitté, qu'il a mis derrière lui, et l'accent, c'est un peu chasser le naturel, il revient au galop, c'est un peu ça. Même lorsqu'on voit une photo récente de son paternel, il y a une certaine ressemblance physique. En fait, on a tous les éléments de tension de l'histoire au tout début si on regarde bien en détail le défilé de mode qui présente ces modèles qui défilent autour d'une spirale avec au contour une forme d'œil pour nous signifier que ce que nous allons voir ne va pas totalement être ce que l'on pense. Les images seront à l'opposé des dialogues. Il y a une mise en abîme de l'illusion. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ne se soit pas inspiré de la séquence de Shining qui présente une maquette de jardin et indique la fin du film. Puis le grand a une grande sensibilité de la mise en scène très voyeuriste lorsqu'il suit tout le déroulement de l'histoire et la quête de l'angoisse de Barnès. Ce qui me prend dedans, c'est sa façon de faire des transitions qui sont lentes, certes, mais restent assez inventives pour qu'on ne s'ennuie pas. Il ne veut pas donner quelque chose de sobre. Puis ça joue beaucoup sur la performance des acteurs. On a Blandine Buzy, Anne-Elisabeth Bossé, Vincent Leclerc et Yves Jack qui jouent un personnage gentil et ami du père, mais qu'au fil du récit, on se demande s'il ne cacherait pas lui aussi quelque chose de plus profond, et c'est le cas. Enfin, moi, ce que j'ai aimé, justement, c'est que c'est pas un personnage marqué par une profession, nécessairement, ou par un genre. C'est un être humain qui accueille de la meilleure façon qui accueille ce jeune homme qui semble un peu perdu, qui arrive de Paris, qui est sur le décalage horaire. Donc, pour moi, c'était pas important ce qu'il faisait dans la vie, c'était ce qu'il était, en fait, qui était important. Mais celui qui porte à lui seul le film, c'est bien Marc-André Gondin. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est le jeune ado dans Crazy. Oui, il a radicalement changé, le rebelle est rentré dans le rang. Bref, pour cette interprétation du personnage, il donne toute la tristesse et l'anxiété pendant tout le long du métrage. Il y a un certain mal-être qui l'empêche de se construire, sans doute le père. C'est quelque chose que j'ai ressenti à la lecture aussi. J'aurais pas vraiment imaginé à quel point Xavier m'aurait emmené aussi profondément dans cette noirceur-là. Parce que quand j'ai commencé le tournage, évidemment, je connaissais l'arc, je connaissais toute l'histoire, je savais où le personnage commençait, où l'histoire se terminait. Mais Xavier a emmené, a creusé cette... disons que la descente aux enfers, qui était évidente à la lecture du scénario, était encore plus profonde une fois sur le plateau. C'est comme si... je sais pas si c'est une question de protection ou je sais pas, mais j'imaginais pas la noirceur aussi profonde. Et peut-être en revenant à ces lieux de souvenirs, il trouvera une réponse. Et alors là, sa réponse ne va pas du tout être ce qu'il pense. Et pour aller plus loin, je pense qu'on va un peu spoiler le film pour étayer mes propos. Alors pour ceux qui ne veulent pas connaître la vérité, voici un timecode. Are you ready? Donc l'héritage qu'il trouvera dans cette maison familiale sera une petite fille qui a été emprisonnée dans un lieu clos par son père. Oui, là, ça devient assez glauque. Si glauque que notre héros ne décide pas tout de suite d'appeler de l'aide et qu'il pense pouvoir se débrouiller tout seul. Ça ne va pas se passer comme prévu. C'est bien pour ça que les liens du sang sont importants, pour voir s'il arrivera à être libre d'être lui-même ou que tout ce qu'il fera se rapprochera de son géniteur. Et son personnage recherche une paix durable pour faire disparaître tous ces maux. Mais pas sûr qu'avec cette révélation, il sera guéri après l'enterrement. Donc oui, il y a une thématique de comment prendre sa liberté, comment prendre son indépendance. C'est sur de quoi on hérite, quelle est l'histoire qu'on laisse derrière nous et celle qui est devant. Et comment, en fait, même si... Et c'est le cas du personnage d'Elias, on peut dire qu'il est comme dans un transfuge de classe. C'est quelqu'un qui a complètement tiré un trait sur son passé. Il change même de prénom. Il ne peut pas changer son nom
enfin son patronyme même, on va dire le nom de son père. Et ça appuie vraiment sur le fait qu'il voulait nous proposer une vraie tragédie grecque. D'où cette finalisation de ne pas avoir de fin heureuse. En s'éloignant de la nouvelle de l'ascendant de Alexandre Postel, il donnera son propre point de vue pour aller sur cet aspect-là. Et en fait, c'est le principe de la tragédie d'ailleurs. Hein. Comme Édipe, une tentative de guérison qui conduit au désastre. Hein. Édipe sait qu'il est sujet d'un oracle et donc il fuit Thèbes pour ne pas tuer son père et épouser sa mère. Et en fait, en fuyant, il va directement là où il ne fallait pas. Fin du spoil! Pour ce qui est du genre du film, c'est assez indéfinissable puisque Xavier en utilise plusieurs pour rester dans la cohérence complète de son propos. C'est quelque chose que moi j'aime beaucoup voir au cinéma, c'est en tout cas de me faire un peu balader et de changer un peu de style, de genre, ce que fait aisément le cinéma coréen, et qu'on a encore un petit peu de mal en France à... C'est moins notre culture, et c'est vrai que c'est un exercice difficile parce que quelquefois on peut tomber dans le ridicule. Et oui, j'avais envie de raconter une tragédie, de toute façon. Ça, c'est sûr que c'est on va dire le genre phare du film. Mais effectivement, de côtoyer le thriller, de côtoyer l'épouvante, avec des codes. Il y a des codes un peu de cinéma, de plans qu'on a déjà vus dans plein de films. Donc nous, ça nous aiguille tout de suite vers ce quoi on va. Et en même temps, ces codes-là, j'essaye de les tordre, de les amener ailleurs. Donc oui, c'est une envie de se dire qu'un film peut avoir plusieurs thématiques et plusieurs styles. C'est ça qui me fascine. Parce qu'avec sa colorimétrie très normalisée, il nous fait croire à un simple drame sur la mort d'un père pour nous emmener complètement vers autre part, mais sans que ce ne soit emmené involontairement. Si on revoit le film, les dialogues nous donnent des indices sur la révélation qu'on aura par la suite. Ainsi que son défilé, comme je l'ai dit tout à l'heure. La mode, en plus, ça parle de vêtements, et même le vêtement est déjà une identité. C'est un costume, tous les jours on met un costume. Donc c'est un aspect assez symbolique dans le film, parce que ce n'est pas du tout un film sur la mode, mais c'est aussi un monde où on peut objectiver les femmes. Et ça, c'est intéressant aussi dans ce que le film essaye de creuser, c'est l'image des femmes. Et d'ailleurs, le film commence sur un défilé et on a une succession comme ça de modèles. En plus, ce sont des femmes qui n'expriment rien, qui sont juste là à prêter leur corps pour le vêtement. Et même symboliquement, ça raconte quelque chose de notre société. Ce qui fait que pendant tout le long, je me suis questionné pour savoir si tel ou tel personnage était complice ou non. Et d'ailleurs, comme Jusqu'à la garde, sa bande-annonce nous fait l'illusion de croire que ça va aller sur le domaine de la mode, mais ce n'est rien d'autre qu'un élément pour commencer son récit et mettre le lien pour la suite. Il tente de nous surprendre sur nos attentes. Mais après, possible que ça en déçoive certains. Puis pour ce qui est de la musique, il fera appel à Sébastien Côté, alias Sébastien, qui n'est pas tant que ça mise en avant. Sa composition sera là à l'intro avec sa musique électronique qui est complètement intradigétique pour l'accompagnement des mannequins qui évoluent dans une approche remplie de démence. Elle sera là aussi à l'annonce du décès du père avec un ajout de cordes et de piano pour montrer le désarroi du personnage. Et puis quand il est au Canada, il n'y a plus aucune musique. À part les titres préexistants, on n'a plus aucune BO de ce côté-là. Sans doute pour appuyer ce contraste entre la vie parisienne luxuriante et agitée et le retour tendu et mutique au pays natal. L'absence de musique est un choix très pertinent, je trouve, de la part de Xavier, parce que ça vient nous enfermer dans cette maison-là, ça vient nous enfermer avec le personnage, puis on est pris comme ça. On s'entend respirer nous-mêmes, on l'entend, parce que du moins ce que j'ai vu autour de moi aussi, mais il y a quelque chose de très anxiogène pour le public aussi. Donc on est pris avec nos propres respirations et nos propres battements de cœur. Il n'y a aucune musique qui est là pour nous aider, nous prendre par la main, nous dire c'est ça l'émotion. Parce que je pense que pendant toute cette période-là, de toute façon, dans le film, Xavier nous donne l'impression qu'on s'en va à un endroit puis nous lance dans le mur, puis qu'on pense qu'on s'en va de ce côté-là, il nous lance sur l'autre mur, puis il y a quelque chose de très brusque, très violent dans la façon de raconter cette histoire-là, très cru. Puis je pense qu'il n'y a aucune musique qui peut
peut amener cette violence-là à un autre niveau. Je pense qu'il faut juste avoir l'absence de musique, totalement. Sinon, la chanson de Michel Fugain vous surprendra sur son utilisation. Et rien qu'avec cette chanson, elle nous envoie un twist vraiment surprenant que, peut-être vous l'aurez deviné, mais moi, je ne l'ai pas attendu et j'ai été pris de revers. On a envie de pleurer comme notre protagoniste devant cette révélation, mais peut-être pas trop quand même. Et enfin, terminons sur le titre Le Successeur, qui peut tout simplement mettre en relief cette passation de pouvoir, comme il est dit dans le film en tant que styliste, mais qui peut aussi ramener sur ce qu'il hérite après la mort de son paternel. C'est là qu'on appuie sur quelque chose de détonnant. Je ne peux pas dire que c'est son meilleur film, mais ça reste dans la droite lignée de ce qu'il a fait avant, et je pense que je serai toujours intéressé par ses prochains projets que j'attendrai avec impatience. L'attention, je pense qu'elle ne peut exister que si on prend le temps de la faire naître. C'est vrai qu'en général, dans les films, on se dit pour que ce soit tendu, il faut que ce soit musclé, qu'il y ait tout le temps de l'action, qu'il y ait une sorte d'addition d'informations pour donner un rythme. Et moi, je pense que c'est le contraire, en fait, qui permet de laisser s'installer l'attention. C'est comme j'ai toujours l'image d'un élastique qu'on tire et qu'on lâche. Voilà, c'est organique, en fait. Donc, que ce soit dans l'écriture ou dans la façon de filmer, j'essaye d'appliquer ça dans mon travail. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonifie mentionner les films que vous oubliez de mentionner. Faudrait que j'arrête là en même temps. Super nice. Super nice. Monsieur Barnel, pas bien?